nous allons accueillir tout de suite un keynote qui va nous être proposé par Pauline, chère Pauline. Normalement, une présentation va être projetée qui vient de Carlin Creative Bureau et qui va nous parler justement de Pauline Bonafou, qui va nous parler finalement de ces tendances d'avenir. Et un peu, peut-être, on a parlé de vision d'avenir. Vous faites un travail sur, justement, essayer de décrypter ces tendances qui viennent, ce monde qui vient. Et vous allez nous en parler tout de suite. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Pauline. Et je vous passe la parole pour une petite quinzaine de minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madeline. Effectivement, bonjour à tous. Je suis ravie de remplacer Monsieur Keller pour ceux qui avaient vu les programmes, qui a eu un petit contretemps, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc moi, je représente Carlin Creative Bureau. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes un bureau de conseil en style et en stratégie. Donc on éclaire les marques sur les envies des consommateurs pour demain, toutes les macro-tendances, tous les signaux faibles aussi qu'on va analyser pour en créer finalement des grands courants de consommation et de tendances. Et on traduit tout ça en collection, donc en style, en couleur, en matière et en finition pour assurer à nos clients des solutions à la fois commerciales et pérennes pour le futur. Donc comme était indiqué dans le programme, on va parler donc de cette vision d'avenir, de ces nouvelles tendances. Effectivement, on parle beaucoup d'économie circulaire aujourd'hui, donc voilà, on va voir un peu ce que ça veut dire à la fois en termes de consommation et aussi en termes d'initiatives de marque. Voilà, comment les marques vont s'adapter finalement, quelles sont les best practices aujourd'hui pour faire preuve d'une politique RSE intéressante et pour faire un peu image dans cette nouvelle politique circulaire. Je vous ai déjà présenté Carlin, du coup, on va passer là-dessus. Et on va rentrer directement dans cette macro-tendance qu'est la naturalité éthique. La naturalité éthique, finalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est cette macro-tendance dont on va parler, dont on parle depuis bien longtemps et qui évolue au fil des ans, au fil des courants de consommation. Et aujourd'hui, les technologies numériques, toute la transmission de l'information, comme vous le savez, qui se fait de plus en plus horizontale, on va s'informer par des journaux, par des réseaux sociaux, entre nous, bien finalement vont permettre aux consommateurs d'être de mieux en mieux informés sur les conséquences des actes de consommation, sur un point de vue évidemment sociétal et environnemental. L'information, elle va aussi nous aider à voir la réalité en face, et on constate finalement que toutes ces nouvelles prises de parole, vont influencer les consommateurs et ils vont comprendre finalement quel est l'impact des produits qu'ils consomment, des services qu'ils emploient et des marques qu'ils achètent. Comme vous le voyez à l'écran, 70% des personnes interrogées dans le monde par une étude menée par Okeo en 2017 dans 10 pays sur 11 000 consommateurs, 70% d'entre eux déclarent vouloir s'investir pour avoir un mode de vie beaucoup plus durable et plus respectueux de l'environnement. Donc c'est des vraies préoccupations qui se retrouvent dans le rapport entre les consommateurs et les marques. 49% d'entre eux vont chercher des produits où les informations environnementales et de santé vont être écrites directement. Donc voilà, pour les marques, il va y avoir un vrai enjeu évidemment de traçabilité, de transparence, on vous en parle beaucoup, mais aussi de bénéfices qui vont être prouvés directement sur le produit. Les consommateurs, ils vont vouloir voir ça directement sur le packaging. Donc ça veut dire que il va falloir être directement en contact avec le consommateur et de manière très pragmatique, j'ai envie de dire. Donc du coup, cette action de consommer un produit ou un service, elle est de plus en plus soumise à une évaluation. On analyse le sens de la consommation autant que son impact, et on a envie de pragmatisme aujourd'hui dans sa consommation. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on parlait beaucoup du hygge danois l'an dernier, cette tendance au bien-être. Et bien aujourd'hui, c'est le lagom suédois qui envahit le vocabulaire. C'est la recherche quelque part d'un mieux-être à la fois quotidien mais aussi responsable. Donc une philosophie de vie qui peut se traduire en français par juste ce qu'il faut. Et donc ça se base sur la modération, sur la simplicité et sur l'équilibre de la consommation. Ça, c'est un peu le nouveau keyword à la mode.
On vous parle ici des nouvelles équations de la naturalité. On parlait beaucoup ces dernières années d'un mode de vie healthy, holistique, donc complètement dans toutes les strates de sa consommation. On a envie d'y ajouter en 2018 et à horizon 2020 du plaisir, parce qu'une fois que c'est rentré dans nos habitudes de consommation que d'être healthy, eh bien on a envie de se faire plaisir. Une consommation raisonnée, eh bien ça appelle à notre bon sens. Et on a envie de la part des marques moins de réactivité, mais pour donner place à de la proactivité. C'est-à-dire que la marque n'attend plus d'être épinglée sur une politique RSE, mais on a envie de la marque, voilà, qu'elle montre d'elle-même qu'elle est capable de tenir des engagements et d'avoir une vraie conscience environnementale. On va parler d'un nouveau consumérisme qui est celui de la quête de la valeur maximale. Donc, vous voyez, l'équation est très simple. C'est à la fois l'économie circulaire et faire vivre à son consommateur des expériences uniques. Donc, selon Euromonitor, les individus vont un peu redéfinir la manière dont les marques doivent présenter leurs produits, leur consommation et aussi leur point de vente au travers de ce new consumerism. Donc, cette quête de valeur maximale. On vous en parle de plus en plus, la quête d'expérience menée notamment par les millennials, c'est vraiment quelque chose de très important, ça oblige les marques à revoir leur point de vente, à revoir leur expérience omnicanal et cross-canal, à la fois offline et online, et du coup ce désir d'expérience, eh bien il s'applique aussi à l'économie circulaire. Dans cette optique, par exemple, on pense à la marque Evian, qui s'engage à respecter un modèle 100% circulaire d'ici à 2025, en utilisant que du plastique recyclé, en mettant en place des partenariats sur tout le cycle de vie de leurs produits, de la conception au recyclage, avec l'objectif d'atteindre 0 déchet d'ici 2025. Ces initiatives-là, elles sont évidemment relayées sur des réseaux sociaux, au travers même de pop-up stores qui vont pouvoir privilégier l'expérience, en plus évidemment de cet engagement circulaire. Donc comment ça se traduit en mode ? Eh bien en mode, évidemment, l'industrie fait parler d'elle depuis pas mal d'années, avec une prise de conscience à la fois globale et transversale sur notamment son impact écologique. En 2016, la mode a dépassé 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Si elle était une puissance économique, si elle était un pays, en fait, ça la placerait en 7e place de l'économie mondiale. Donc on voit à quel point la mode est un relais de croissance important. Et selon Greenpeace, la consommation mondiale de vêtements a augmenté de 60% en 15 ans. Et d'ici à 2030, cette consommation passerait de 62 millions de tonnes à 102 millions de tonnes, en augmentant les déchets liés à sa production de 60%. Donc on voit bien à quel point c'est important de parler aujourd'hui d'économie circulaire et de nouvelles politiques de RSE. Donc finalement, on se voit entouré de messages alarmistes, d'un besoin urgent de redéfinir notre consommation. Et donc les marques, évidemment, vont chercher des solutions pour justement pallier à ce problème de déchets de la mode. Pour pointer quelque part un peu l'urgence de la situation, vous voyez la vidéo qui tourne, et bien c'est Diesel qui, en automne 2017, s'est allié à un artiste, Derrick Melander, pour sa campagne Go With The Flow. Si on le traduit en français, c'est aller avec ses défauts. Ça a été exposé au Carreau du Temple à Paris, et en fait ils ont demandé à leurs consommateurs de ramener des vêtements qu'ils ne portaient plus en échange de bons d'achat de la marque. Et ils ont installé du coup cette immense structure pour un peu pointer du doigt notre consommation de vêtements. Dans la même veine, on pense au label qui s'appelle Vêtements, emmené par le géorgien Demna Gvasalia, c'est pas très facile, qui lui s'est emparé des vitrines de Harrods, donc le grand magasin à Londres, et qui y a exposé lui aussi des vêtements qui ont été donnés par les consommateurs pour le but de pointer du doigt cette économie, cette espèce de boulimie du vêtement qu'on a eu ces dernières années sur la consommation. Donc c'est des initiatives certes artistiques qui vont moins toucher à une politique de marque, mais qui au moins ont le bénéfice de montrer et pointer du doigt cette consommation. Du coup les marques agissent évidemment et propose des alternatives plus durables. On pense à la ligne Conscious d'H&M qui continue de grandir et qui a pour volonté d'atteindre les 100% de coton durable en 2020, tandis que le magazine de mode ultra edgy
Antidote, a lancé en 2018 une première collection de vêtements composés de 2 lignes 100% vegan, qui s'appelle Antidote Care, et qui va s'engager pour une mode beaucoup plus durable et responsable. De la même manière, Adidas, ils ont produit une basket, une chaussure de running entièrement réalisée en fibres de plastique recyclé, qu'ils ont trouvé sur les plages avant que le plastique n'atteigne l'océan. La marque a vendu 1 million d'exemplaires de la sneaker avant d'annoncer au festival South by Southwest qu'elle comptait concevoir toutes ces baskets de running de la même façon d'ici à 2024. C'est un beau challenge. Et effectivement, ce sont des initiatives qui fonctionnent et qui permettent aux marques finalement d'avoir, en plus d'un seul et d'un simple ton de communication, de vraiment entrer dans une politique de RSE qui va quelque part changer la donne d'ici à 2020-2025. Il n'y a pas que la mode, et on avait envie aussi de vous montrer d'autres secteurs qui entrent dans ces politiques-là, pour montrer à quel point le sujet est important et pour montrer que effectivement il s'agit de questions transversales. Donc par exemple, qu'est-ce que ça donne dans l'univers de la food? Eh bien dans la food, c'est la même chose. Selon une enquête réalisée par le journal Le Monde, 41 tonnes de nourriture sont jetées chaque seconde dans le monde, et en France, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées chaque année. En moyenne, pour vous donner une idée un peu plus globale, chaque Français jette l'équivalent d'un repas à la poubelle toutes les semaines. Donc c'est un gaspillage qui est de plus en plus pointé du doigt, et il va falloir faire évoluer quelque part les mentalités. Donc Too Good To Go, c'est né d'un constat de ce fameux gaspillage alimentaire et d'une envie de donner à tout le monde, tous les citoyens, l'opportunité de s'engager pour lutter contre ce non-sens qu'est le gaspillage alimentaire. Grâce à cette application Too Good To Go, chaque commerçant, chaque restaurateur va pouvoir éviter de jeter à la poubelle les invendus en les proposant sur l'application aux consommateurs et à des prix réduits. Donc on va pouvoir se connecter sur l'application, aller sur la page d'un restaurateur qui nous plaît et pour une somme assez modique, récupérer le soir même les plats qui n'ont pas été vendus dans la journée. Grâce à l'application créée par Lucie Bache, qui est à la base une ingénieure, c'est 1 tonne de nourriture qui est sauvée chaque jour en France. Donc grâce à finalement des initiatives de cet ordre-là, on peut déjà entrer dans une économie un peu plus circulaire aussi sur notre alimentation. La marque anglaise Misfit, elle, crée des jus à partir de 70% des fruits et légumes qui sont invendus car non conformes pour la grande distribution. Et Planetarian, dans la même veine, eux vont proposer des chips aussi nutritives qu'un repas à base d'oil cake, c'est la matière sèche laissée après l'extraction des huiles de graines de tournesol. Donc voilà, ils vont se servir des déchets quelque part pour faire des chips qui sont hyper nutritives et justement revaloriser les déchets. C'est quelques exemples un peu plus transverses que simplement la mode pour encore une fois montrer à quel point les engagements aujourd'hui sont importants. Hop. On va un peu plus loin sur la transparence et sur l'éthique. Je vous le disais, on a attendu longtemps des marques de la réactivité. Après être pointé du doigt, on attendait que les marques fassent un peu leur mea culpa et commencent à développer des politiques de RSE. Aujourd'hui, les consommateurs vont attendre à ce que les marques soient proactives. Donc, c'est-à-dire que les marques prennent les devants sur ces questions-là d'éthique, de consommation responsable et de transparence. Évidemment, la méfiance règne. 67% des consommateurs interrogés par DigiMind en 2017 sont guidés par le taux de confiance envers la marque pour acheter. Donc, s'ils ne font pas confiance à la marque, ils n'achètent pas. Ils ont acheté une marque pour la première fois parce qu'elle avait pris position sur un problème controversé, donc notamment sur l'écologie. Et dans ce contexte, évidemment, les consommateurs attendent des entreprises une manière proactive d'améliorer leur politique RSE. Encore une fois, il s'agit de moins en moins d'avoir simplement une communication, mais d'être vraiment éthiquement engagé pour la marque, pour séduire le consommateur. En mode, donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, en mode, ce sont des prises de parole assez fortes. Et la mode, évidemment, on sait, réagit aux symptômes de l'époque, grâce à des initiatives éthiques. Plusieurs marques, par exemple, dans la mode, dans le luxe et aussi dans des groupes de grande distribution ont annoncé le retrait de la fourrure, par exemple. On pense à Versace, Giorgio Armani, mais aussi le groupe Inditex, donc Zara, Stradivarius, etc. Aussi The Couples.
Et le mouvement No Four grandit parce que la ville entière de San Francisco a décidé de bannir la fourrure des magasins de la ville à horizon 2020. Donc ils ont les commerçants ont jusqu'à 2020 pour écouler leur stock et ensuite San Francisco sera 100% No Four. Aussi chaque année, à la date du malheureux anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza, le Fashion Revolution Day est fêté dans 130 pays au travers le monde. Donc c'est au travers d'une créatrice de mode qui s'appelle Carrie Sommers. Elle a fondé ce collectif de Fashion Revolution pour inciter le tout à chacun à réfléchir à sa consommation de pièces de mode et à réfléchir la mode autrement. Donc au travers de keynotes, de rassemblements sur la mode, de prises de parole, pour au final questionner toute la filière de la mode, donc des tissutiers aux ennoblisseurs jusqu'aux créateurs de mode, à réfléchir à la mode de demain. Et ils n'hésitent pas à épingler même les marques de mode sur les réseaux sociaux en leur demandant, voilà, et toi, comment est-ce que tu fais la mode? Comment est-ce que tu produis tes vêtements? Et est-ce que t'as pas envie un peu de réfléchir à ta production de mode? On pense, c'est sorti ce matin dans Fashion Mag, j'imagine que certains d'entre vous étaient déjà au courant, mais on pense aussi aux Galeries Lafayette, qui cet automne vont avoir cette nouvelle initiative qui s'appelle le Go for Good, au travers de corners, voilà, dédiés à la mode éthique, de prise de parole sur les réseaux sociaux, mais aussi d'une politique RSE mise en valeur au travers de leurs initiatives. Et on pense aussi à Primark. Primark qui, pour valoriser la transparence de leur process et augmenter la visibilité et la transparence de leur chaîne d'approvisionnement, ils ont publié en début d'année une carte interactive qui répertorie l'intégralité de leurs fournisseurs et leurs fabricants avec qui ils travaillent pour confectionner leur collection. Donc c'est une carte interactive qui va répertorier plus de 600 sous-traitants répartis dans 31 pays. Voilà, pour permettre aux consommateurs finalement d'aller voir quels sont les sous-traitants et comment est-ce qu'ils travaillent. C'est un premier pas pour le mass market qui, on le sait, est souvent épinglé quant à sa politique, et c'est un premier pas vers la transparence. Pour aller un peu plus loin dans le luxe aussi, Balenciaga, sur son dernier défilé, c'est s'engager avec l'association World Food Programme. Donc c'est une association l'idée par l'ONU qui permet de prendre parti, de prendre position sur des initiatives éthiques pour donner accès à la nourriture et pour sensibiliser quelque part les gens à l'impact de la consommation. Donc ça aussi, le luxe prend vraiment parti au travers de défilés. Comme vous voyez derrière, les tags, les graffitis, c'était vraiment le décor du défilé. Voilà, c'est une question de mener un peu quelque part une nouvelle révolution concernant les questions d'éthique. Encore une fois, quelques exemples de food, où évidemment la demande d'engagement, de transparence se fait de plus en plus totale. On note par exemple la recrudescence des AMAP. La France étant le pays qui en compte le plus en Europe, on a 2000 AMAP sur le territoire français. Et la multiplication aussi des supermarchés coopératifs et participatifs. Pour ne citer que, il y a la Louve à Paris, Super Quinquin à Lille, et le Smigval Market en Gironde, où ici il n'est même plus question d'argent, mais de troc. Voilà, dans ce supermarché. Et donc le consommateur va vraiment reprendre le pouvoir sur sa consommation alimentaire. Donc les marques vont s'engager, la grande distribution est un peu plus proactive. On voit la multiplication des enseignes bio, Carrefour Bio, Auchan Bio, la gamme bio de Monoprix, etc. Et l'enseigne Carrefour, elle, décide de vendre des légumes interdits. Donc ce sont des semences paysannes qui sont normalement interdites à la vente en grande distribution. Et Carrefour dit, bah voilà, nous on prend le pas de le faire parce que voilà, on a envie de préserver une certaine biodiversité et de présenter des légumes interdits pour montrer notre engagement justement dans cette nouvelle économie. 20 enseignes aussi de grande distribution française, Aldi, Auchan, Carrefour, Monoprix, G20, etc. distribuent également depuis 2016 la marque du consommateur. C'est une marque dont les individus choisissent les produits. C'est la vidéo que vous voyez là qui s'est lancée. Quelque part, en fait, la marque commence avec une question très simple, c'est qui le patron? Eh bien, le patron aujourd'hui, c'est le consommateur. Le consommateur qui va être questionné sur ses envies de produits alimentaires. Voilà, si on fait
du beurre, et bien comment vous le voulez, à quel prix et avec quel engagement sociétal. C'est extrêmement bien fait, il y a un ton un peu humoristique, mais derrière, l'engagement est vraiment là. Donc pour la food, effectivement, c'est sans rappeler l'exemple un peu de Glossier, cette marque de cosmétiques qui fait un fureur aux États-Unis, qui arrive en France d'ailleurs en automne, qui a fait plus 600% de valeur en 2016 et qui crée ses cosmétiques aussi en fonction de sondages sur sa consommatrice finale. Une conclusion pour quelques chiffres aussi par cible, parce que bon, on a tous compris que c'était assez transversal sur les secteurs, mais c'est aussi transversal sur des cibles. On voit que les millennials et la génération Z sont les plus enclins à porter cette résolution, parce qu'ils ont une conscience environnementale plus forte que leurs aînés. Et ce sont aussi les plus enclins à apprécier, à consommer des produits recyclés. L'Adidas, par exemple, cet auteur de la basket 100% recyclée, s'est placé en 2017 comme marque préférée des millennials. Donc ça montre voilà, qu'ils ont cette vraie conscience et cette vraie envie de faire avancer la mode. Et selon une étude Nielsen, le mot-clé à retenir pour les marques aujourd'hui, c'est celui de l'engagement. De manière assez concrète, 72% des millennials seraient prêts à payer davantage pour consommer et collaborer avec une marque qui fait preuve d'une vraie politique de RSE. Donc c'est vous montrer à quel point ils portent voilà, cette consommation éthique. La génération X, eh bien, c'est la plus consciente de son impact sur le recyclage et c'est ceux qui recyclent le plus. Donc voilà, on voit aussi à quel point cette cible est prête à faire avancer les choses. Alors certes, moins avec le point levé, moins avec ce côté révolutionnaire, mais en attendant, voilà, il faut aussi les séduire avec une vraie politique de RSE. Et les plaigneurs, eh bien les plaigneurs aussi, on voit que sur le new consumérisme, ce sont une cible à prendre en compte. Les plaigneurs, je le rappelle, ce sont les seniors, les plus de 60 ans. Qui eux aussi aiment recycler, aiment prendre soin d'eux aussi avec cette politique d'économie circulaire. Je me tiens à votre disposition, c'était un temps un petit peu court pour tout vous présenter, donc évidemment je me tiens à votre disposition toute la journée si vous avez des questions. Et voilà, j'ai été ravie de pouvoir échanger sur ce sujet avec vous.